Voilà, ça saute. Donc, je disais, cette dernière heure et demie de cours visio, elle va être un peu intense, puisqu'on va devoir faire tout le chapitre sur les transformations nucléaires, tout le cours, disons, on ne va pas faire les exercices, mais que vous ayez les notions. D'accord, c'est ça qui va être super important. Ça va faire appel à des choses que vous avez déjà vues avec moi sur la structure de l'atome, avec quelques définitions différentes. On va aussi faire des réactions, comment on modélise des équations nucléaires. C'est pas pareil que les équations chimiques, même si ça ressemble énormément. Et on va parler justement de la radioactivité. On va découvrir les trois formes de radioactivité qui existent. Alors il y en a d'autres, mais pour le programme de seconde, on étudie simplement ces trois types de radioactivité. Et on va faire la différence entre ce qu'on appelle une fission nucléaire et une réaction de fusion nucléaire. Ah non, ne me dites pas que ça commence déjà à bugger. Eh oui, ça bug. Tu vois, le vendredi après-midi, ça bug tout le temps. Alors, tu peux me trouver et lui dire que... Alors, si ça coupe, c'est pas grave, je vais l'écrire. D'accord? De façon à ce que vous ayez la structure du cours. Ouais, j'ai une connexion toute pourrie. Alors, on va essayer de trouver l'informaticien. On va lui dire qu'il arrête de toucher à notre réseau le vendredi après. J'écris, ça vous va? Donc, chapitre, je sais plus combien, normalement, ça va être chapitre 8. Les transformations nucléaires. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle les isotopes. Isotope d'un élément. Définition, alors, définition à connaître impérativement par cœur. D'accord? Ah ouais, j'ai une connexion toute pourrie. Baisse la qualité de la webcam. Ah, un peu moins de bande passante. Ça coupe ou pas là? Ah. Bon, déjà, est-ce que vous voyez ce qu'il y a écrit au tableau? Je vais essayer d'être très précis au tableau. Bon, alors c'est l'essentiel, d'accord? C'est le plus important. Donc, des isotopes. Des isotopes. Terme important. Sont des atomes
de numéros atomiques Z identiques, mais de nombres de masse A différents. Voilà la première définition que vous pouvez avoir sur ces isotopes. Il y en a une autre. En fait, s'ils ont le même Z, ça veut dire qu'ils ont le même nombre de protons. Et comme A est différent, ils ne vont pas avoir le même nombre de neutrons. Donc en fait, c'est équivalent à dire même nombre de protons mais nombre de neutrons différents. D'accord? Voilà ce qui caractérise les isotopes. Soit cette définition, très physique, soit plus simple, celle que vous allez utiliser en enseignement scientifique, celle que vous allez utiliser en enseignement de spécialité. D'accord? Donc ça c'est plus pour spé, et ça c'est plus enseignement scientifique. Voilà pour la première chose. Deuxième partie. On va regarder les transformations nucléaires en elles-mêmes. Est-ce que je peux effacer? Oui ou non? Ça coupe encore le son? Un, deux, un, deux. Un, deux. Ça a coupé pendant votre... D'accord, on va te demander est-ce que ça a coupé. Est-ce que je peux effacer cette partie? Ça. Merci. Grande. Les transformations nucléaires. Premier type, les écritures symboliques. Tu l'as trouvé? Oui, j'ai trouvé une histoire d'abord. Comment ça se fait que tous les vendredis, qu'est-ce que c'est? Donc, écriture symbolique. Les nucléons des noyaux, les atomes. Donc là, c'est pas les atomes en eux-mêmes, les molécules qui vont se réarranger, ça va être les nucléons à l'intérieur même des atomes. Donc, les nucléons des noyaux des atomes ou des particules, puisqu'on peut avoir des particules libres, se réarrangent
pour former de nouveaux noyaux. Ou particuliers. D'accord? Alors, on va regarder ce que ça donne. Du point de vue écriture symbolique. On va considérer deux noyaux différents. Donc, on va prendre un noyau X1 qui a un nombre de masse A1 et un numéro atomique Z1. Et un deuxième noyau X2 de numéro atomique Z2 de nombre de masse A2. Et bien ces deux noyaux, ils vont se percuter. Les noyaux, tous les nucléons vont se mélanger et ils vont se réassembler de façon à donner par exemple un noyau X3 de numéro atomique Z3 de nombre de masse A3 plus un quatrième noyau de numéro atomique Z4 et de nombre de masse A4. Et il pourrait en avoir d'autres, on pourrait aussi continuer par la suite. Il peut en avoir d'autres. Et ce qui est important, c'est que lors d'une transformation nucléaire, comme pour les transformations chimiques, il y a deux choses. Conservation du nombre de nucléons c'est-à-dire si j'ai A1 et A2 nucléons au départ, je dois avoir que c'est A1 plus A2 doit être égal à quoi? À quoi doit être égal à 1 plus A2 d'après cette équation? Tout bête. Qu'est-ce que je marque là? Parfait. A3 plus A4. D'accord? Et deuxième chose, ça correspond au nombre de protons. Le numéro atomique. Donc, c'est aussi la charge électrique du noyau. Puisqu'un noyau est chargé positivement, si j'ai Z1 protons, la charge du noyau, ce sera Z1 fois la charge d'un proton. Donc, cette charge aussi, elle se conserve. On a, en deuxième point, conservation de la charge électrique. Conservation de la charge électrique. Et ça va s'écrire comment? On va avoir Z1 plus Z2 égale Z3 plus Z4. Z1 plus Z2 égale Z3 plus Z4. Voilà qui est ultra important dans les transformations nucléaire. D'accord? Bien savoir qu'une réaction nucléaire, ça s'écrit sous cette forme, et on doit respecter la conservation du nombre de nucléons, qui représente à peu près la conservation de la masse. Mais c'est faux de dire ça parce qu'on va voir en fait que la masse ne se conserve pas. D'accord? Parce qu'elle peut être transformée en énergie suivant le principe d'équivalence masse-énergie d'Einstein. Est-ce que vous le connaissez, ce principe d'équivalence masse-énergie énoncé par Einstein en 1908? Je vais faire la question pour voir au cas où ça coupe. Connaissez-vous le principe d'équivalence masse-énergie d'Einstein?
Ah bah oui, bravo Chiara. Ça, E égale MC2. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce E égale MC2? E c'est l'énergie, M c'est la masse, C c'est la célérité de la lumière. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez de l'énergie, vous pouvez créer de la masse. Donc à partir simplement d'énergie pure, on peut engendrer quelque chose de massif. Et si on a de la masse, cette masse peut être transformée en énergie. Mais ça, vous l'avez déjà un peu entrevu grâce aux transformations chimiques, les réactions exothermiques. On libère de l'énergie. Donc, vous voyez que c'est totalement possible. Mais maintenant, dire que la masse se conserve, du point de vue d'Einstein, c'est un petit peu faux. Parce que de l'énergie peut être libérée, et cette énergie provient d'une certaine masse. Donc ça, c'est rentrer dans les détails de relativité qui sont un peu plus complexes, qu'on verra, qu'on ne voit plus au lycée, ça on le voit en supérieur, mais connaître quand même le principe d'équivalence énergie-masse de ce grand scientifique qui est Einstein. C'est une des formules que tout le monde doit connaître, même si ça ne sait pas ce que ça veut dire. C'est E égale M6. E égale MC2, mais ça vient de là. Donc la masse se conserve que pour les transformations chimiques. Exactement. En fait, dans l'étude des transformations chimiques, la masse se conserve. Tout à fait. Maintenant, si on va aller beaucoup plus précisément, on va voir certaines variations que on pourrait étudier sous forme einsteinienne, on dirait. Mais nous, tout ce que l'on fait, transformation chimique, la masse se conserve. D'accord ? Et ça ne contredit pas le principe de Lavoisier qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ben voilà, on transforme quelque chose de massique en énergie pure. Ou on a de l'énergie que l'on transforme en forme de masse. C'est bon, Anaïs? J'ai l'impression que ça coupe un peu moins. Espérons que ça continue. Alors, on va passer à la suite. Et maintenant, justement, on va voir les différents types de radioactivité. Alors, de la radioactivité. Est-ce que vous connaissez la grande scientifique prix Nobel de physique et également prix Nobel de chimie qui a participé à la découverte de la radioactivité? L'une des rares femmes au monde qui a été nobelisée en physique. Et sa fille aussi également a été nobelisée. Allez, un peu de culture générale. C'est important. Bravo Chiara. Marie Curie, c'est elle qui a participé à vraiment la découverte de la radioactivité. Bravo Jeanne, très très bien. Et elle a eu 2 prix Nobel. Un pour sa découverte de la radioactivité, elle a eu le prix Nobel conjointement avec son mari, Pierre Curie. Et elle a eu un 2e prix Nobel, cette fois-ci en chimie. Je sais pas pourquoi c'était. Je sais plus. On va le retrouver. Et elle l'a eu avec un autre monsieur. Elle l'a aussi avec un autre monsieur. C'était voilà, déjà qu'une femme et un prix Nobel à l'époque, c'était assez exceptionnel. Et voilà, les filles, j'attends de vous que ça vous fasse changer les choses. Hein, ça mérite de rester dans cette classe qui soit la future prix Nobel de physique. Alors, la radioactivité. On va prendre un noyau. On va symboliser par sa notation X et numéro atomique, nombre de masse. Un noyau un noyau X
A, Z, peut se transformer spontanément. Peut se transformer spontanément. Et c'est ce terme qui va être important. En fait, un noyau, tout seul, qui est radioactif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le noyau, il est instable. Il bouge, il bouge, il bouge, et il a envie d'une chose, c'est se stabiliser. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se scinder en deux parties. D'accord? Et il va suivre un des trois processus de radioactivité classique, le plus connu, soit une radioactivité de type alpha, soit une radioactivité de type bêta-, soit une radioactivité de type bêta+. Il va falloir faire la différence entre ces trois types de radioactivité. Mais, vous voyez, il peut se faire tout seul. Alors, c'est aussi une transformation nucléaire, sauf qu'il n'y a qu'un seul réactif, si vous voulez. Le noyau est tout seul, et hop, il va se scinder en deux autres parties. Donc, la différence, la radioactivité, par rapport à une transformation nucléaire, la radioactivité est une transformation nucléaire particulière. C'est un noyau qui se désintègre de façon spontanée. On ne peut pas prédire quand, mais on sait que ça va se passer. L'uranium radioactif, c'est instable, et au bout d'un moment, il va se scinder. Donc, un noyau X à Z peut se transformer spontanément selon trois processus radioactifs. Selon trois processus radioactifs. Alors, on va découvrir En fait, c'est pour avoir créé la radiochimie. Ah, donc, bah oui, c'est pour ça. Je reviens sur Marie Curie. Son prix Nobel de chimie, c'est pour avoir créé la radiochimie. Donc, en fait, les radios. À la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, elle était sur le front. Hein, elle prenait son appareil qui permettait de faire des... Dans les ambulances. Qui permettait de faire des radiographies et pouvoir identifier les blessures causées aux soldats. D'accord? C'est vraiment qui a créé le principe de la radiographie classique qu'on utilise encore actuellement. Alors, premier type de radioactivité, la radioactivité alpha. Radioactivité de type alpha. Ça, c'est la lettre grecque alpha. Alors, quoi ça correspond? On a un noyau de numéros atomiques Z et de nombres de masse A. Spontanément, il va créer une nouvelle particule qu'on va appeler Y. D'accord? Et il va libérer une particule alpha. Une particule alpha, c'est un atome d'hélium qui possède 4 nucléons et 2 protons. Ça, c'est ce qu'on appelle une particule alpha. D'accord? Alors, si on respecte les règles de conservation du nombre de nucléons et de la charge électrique, qu'est-ce que je dois écrire comme numéro atomique pour mon élément chimique Y et comme nombre de masse de mon élément chimique Y. Si au départ j'ai A nucléon, Y possédera combien de nucléons? Je reprends doucement ça. Si j'ai A nucléon, Y aura combien de nucléons, sachant qu'il y en a 4 qui ont été à l'hélium? Exactement. A moins 4. Là, je vais avoir A moins 4. Et qu'est-ce que j'écris pour ici? Z moins 2. Donc ça, c'est l'écriture d'une réaction de type radioactivité alpha. Il y a émission d'une particule alpha à partir d'un atome.
Voilà le premier type de réaction nucléaire. De radioactivité, pardon. Et aussi de réaction nucléaire, puisqu'on n'en a pas vu. Alors B, on va faire les radioactivités bêta-. Bêta moins. Donc dans une radioactivité de type alpha, il y a émission d'une particule alpha, donc un noyau d'hélium composé par 4 neutrons, dont 2 protons. Dans une radioactivité bêta-, il va avoir émission d'une particule bêta-. Sauf qu'elle est particulière. Particule bêta-, c'est un électron. Donc, c'est là qu'on va se poser une petite question. On va l'écrire, et après je vais essayer de vous poser une question. Donc pareil, on part d'un élément chimique, X, nombre de masses A, numéro atomique. Et par transformation bêta-, on va créer une particule Y avec un électron. Alors, un électron, qu'est-ce que c'est au final? Il contient pas de nucléon, donc on va le noter 0. Il n'a pas de nucléon, puisque c'est un électron. Et il a une charge qui est comment? Négative. Donc, là, on va mettre -1. Voilà la notation symbolique d'un électron en termes de radioactivité. Ça, c'est un électron. Donc, une radioactivité bêta- est caractérisée par l'émission d'un électron. Le seul souci, est-ce que ça coupe là ou pas? Parce que je vais dire quelque chose d'important. Non, oui. Alors, je répéterai plusieurs fois si jamais. Et je vais l'écrire en même temps. Ma question, c'est que dans un noyau, d'un atome, est-ce qu'il y a des électrons? Ah, exactement. Il n'y a pas d'électrons dans le noyau. Donc, d'où provient cet électron dans la réaction bêta-? Et oui, Chiara, ils sont autour du noyau. Alors, d'où ça vient? Non. Justement, les transformations nucléaires, ça ne considère que le noyau. Que le noyau atomique. Et non, il est tout seul. Alors, il est tout seul. Et justement, un autre atome, alors il dit peut-être un électron d'un autre atome, mais non. Justement, on ne considère pas les électrons. Et pourtant, il y a des électrons qui se créent. Et c'est là toute la beauté de la physique.
Là, on pouvait le comprendre, hein. Hop, ça arrache 4 nucléons, dont 2 protons, et hop, ça fait une particule alpha. Mais là, on ne comprend pas. Un proton. Bravo Anaïs. C'est un des nucléons qui se transforme en un électron. Et ça, c'est totalement possible. C'est une transformation. D'où le terme de transformation nucléaire. On a vraiment un changement. D'accord? En fait, si on écrit le terme ici, si je dois respecter ici, là je vais avoir le même numéro atomique, A est égal à A plus 0, et Z doit être égal à ce que j'ai ici, moins 1. En fait, j'ai du Z plus 1. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Alors, donc en fait, le nombre de nucléons reste le même, mais on ajoute un proton. Alors, on a bien rajouté un proton pour passer de cet élément à cet élément. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est transformé comme nucléon? Est-ce que c'est un proton ou est-ce que c'est un neutron? Quel type de nucléon s'est donc transformé? Proton ou neutron? Eh non. Et oui, c'est un neutron puisque ici, on avait Z protons et on rajoute un nouveau proton. Mais on garde le même nombre de neutrons. Ce qui veut dire quoi? C'est que un des neutrons qui était là, puisque des neutrons on a A moins Z, il y a un des neutrons qui s'est transformé en un proton et en un électron. D'où le fait que la masse d'un neutron est légèrement supérieure à la masse d'un proton. Puisque le neutron peut se transformer en une particule, un neutron peut se transformer en particule protonique, et l'excédent de masse, peut être une petite masse qui sera vide pour les électrons. D'accord? Donc ici, en fait, c'est la transformation d'un neutron en électron et proton. Ce que l'on peut dire, c'est que l'on a un neutron. Comment on l'écrit un neutron? Un neutron, on le note comme ça, un N0, qui donne un proton, on va appeler P, un proton, et donc un nucléon, plus quoi? Un électron, 0, E. Et voilà que les règles de conservation sont respectées. On a bien un nucléon qui est égal à un nucléon plus 0 nucléon. 0 charge est égal à 1 pour moins 1, 0 charge. Voilà. En fait, c'est ce qui se passe dans une transformation de bêta-, ça, c'est la transformation de bêta-, et elle est due à quoi? Au fait qu'un neutron se transforme en proton et électron. Et ça explique le fait, conservation de la masse, là, si vous voulez, qu'un neutron est légèrement supérieur en masse à un proton. Parce qu'un neutron peut se transformer naturellement, en un proton et un électron. En fait, alors que je dis, un neutron peut se transformer naturellement en un proton et un électron. D'où le fait qu'un neutron possède légèrement supérieur au proton. Car quand il se transforme en proton, l'excédent de masse correspond à peu près à la masse d'un électron. Bon, c'est autre chose, les centrales nucléaires.
on verra après les centrales nucléaires. C'est pas ce type de processus. Donc voilà le deuxième type de radioactivité, et il y en a une dernière. Je vais l'écrire là, parce que faut la place. C'est la première fois que je me fais ce coup. Je comprends, en fait, je fais des trucs et je comprends des trucs. C'est la radioactivité. Radioactivité. Alors, c'est aussi bêta, mais c'est bêta plus. Donc, forcément, cette fois-ci, au lieu de créer une particule négative, on va créer une particule positive. D'accord. Un proton ne peut pas se transformer. Et on va le voir. On va le voir. Un proton peut se transformer, on va voir comment. En fait, alors, je déteste la radioactivité, puis je l'éclate. Alors, quel type de particules est-ce qu'on pourrait créer dans une radioactivité bêta plus? Dans les bêta-moins, on crée des électrons. Dans les alpha, des particules alpha. Qu'est-ce que l'on crée comme particules d'après vous en bêta plus? Particules positives. Quelles particules crée-t-on dans cette radioactivité bêta plus? Un interrogation. Ah non, l'écran il marche, hein, Yvelaine. J'éteins la webcam, ça rallume pour voir. Hop. Que ça va t'aider. Eh ben non, c'est pas un proton, mais je voulais que vous disiez ça justement. C'est pas un proton. En fait, ça va être un électron de charge positive. Et moi, je vous ai toujours dit qu'un électron, ça avait une charge négative. Et en fait, ça va être ce qu'on appelle un anti-électron. D'accord? L'anti-électron, c'est ce qu'on appelle le positon. D'accord? Donc on va l'écrire. On part. Ah. Non, ça c'est en anglais, je crois. A, X, Z, radioactivité bêta, forme une particule Y plus une particule 0 plus 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle un positon, qui est l'antiparticule de l'électron. On rentre dans l'antimatière. Alors on peut aussi dire positron. Positron, c'est plus en anglais. Et donc, comment on fait ce truc-là? Comme tout à l'heure, ça ne change pas. Par contre, là, on a Z moins 1. Donc cette fois-ci, on garde le même nombre de nucléons, mais le nombre de protons diminue. Ça veut dire que qu'est-ce qui s'est transformé en quoi? Dans ce cas, quel type de nucléon s'est transformé et en quoi? Bleu, noir. Transfo. Celui-là, je l'ai rajouté, tu vois, je l'avais pas mis dans mon cours. Ouais, mais moi je mets derrière. Je ferai. Je crois que c'est super bien expliqué.
petit comme ça. Ouais, tu vois, t'en es tout seul. Un pro en pro. Alors, c'est des réponses. Un proton s'est transformé. Oui, cette fois-ci, c'est un proton qui s'est transformé, puisque on a une baisse d'un proton, mais il s'est transformé en quoi? Ah oui, lequel de nucléon, Alexandre? Triche. Donc là, on a bien transformation d'un proton en... Bon, déjà, en quoi? Non, pas en électron. En positron. Puisque c'est pas un électron. Donc, là, en positron, et en quoi? C'est logique. C'est logique. Là, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Ça a coupé. J'ai vu que ça a coupé. Donc, ça se transforme en positon et en quoi d'autre? Comme on avait un neutron qui pouvait se transformer en électron et proton, un proton peut se transformer en positon et bravo à nous. Neutron et neutron. Suivant la réaction de transformation nucléaire, que un proton, ça s'écrit 1 P1, d'accord, donne, on a dit, un neutron, plus un anti-électron, c'est-à-dire un positon. Les lois sont bien conservées. 1 est égal à 1 plus 0, 1 est égal à 0 plus 1. Donc on voit bien que le proton peut se transformer en neutron avec un anti-électron. Ah, et quand tout à l'heure vous avez dit les neutrons étaient un peu plus lourds. Oui, mais le fait qu'il soit positif, que ce soit une antiparticule, eh ben, ça a des propriétés particulières sur la transformation de la masse. Équivalence, masse-énergie d'Einstein, E égale mc2. Mais si je rentre là-dedans, je vous perds. C'est pas le but. D'accord? Là, on va avoir la même figure qu'Einstein, avec les cheveux tout ébouriffés. D'accord? Voilà les trois types de radioactivité que vous devez connaître pour l'an prochain. Et après, on va voir deux autres types de réactions nucléaires, celles qui se passent, comme le voulait Alexandre, dans les centrales nucléaires. Est-ce que ces trois types de radioactivité, alpha, bêta- et bêta+, c'est clair pour vous? Ah, ça va pas écrire. Donc, bêta-, c'est qu'il y a émission d'un électron, et bêta+, c'est qu'il y a émission d'un positon. Ça, c'est, comment le voir, du simple. Ça, c'est la vision simple, celle que vous reverrez en enseignement scientifique. Maintenant, d'accord, la vision plus scientifique, c'est le fait que dans une bêta-, un neutron se transforme en proton plus électron, et dans le bêta+, un proton se transforme
en neutrons plus positifs. Je n'ai pas compris le processus pour créer l'électron en déferlement. Ce processus ici, c'est simplement que le neutron change de forme. Ça reste un nucléon, mais ça devient un proton. Et quand il se transforme en proton, là, un électron apparaît. D'accord. Par exemple, un neutron, lorsqu'il se transforme en proton, il y a nécessairement accompagnement de la création d'un électron. Et pour le bêta+, c'est lorsque le proton se transforme en neutron, il y a forcément création d'un anti-électron que l'on appelle positon. Et bien là, on fait à l'oral, à l'écrit et sur le clavier. Alors on a la totale. Comment résoudre les problèmes? Est-ce plus clair? Point d'interrogation. Là, on commence à aborder la physique fondamentale, beaucoup plus complexe, mais extrêmement intéressante. Ouais, on va voir ça dans les réacteurs nucléaires maintenant. Et dans les étoiles également. Donc on arrive au petit point, la fission nucléaire. La fission nucléaire. Ah, mais du coup la radioactivité sert à quoi? C'est pas que ça sert, d'accord, c'est que ça existe. D'accord, c'est un phénomène qui existe. Un peu de note, c'est pas c'est la sphère. Ça existe. L'homme, ensuite, en détourne ses avantages, comme par exemple la création d'énergie. Et c'est ce qu'on va voir. En fait, quand on parle de fission, de fusion nucléaire, ce sont des transformations nucléaires, et on va utiliser cette énergie. Et c'est une énergie qui est relativement propre par rapport au pétrole, etc., etc. Alors c'est sûr, c'est pas la meilleure des énergies, etc., mais il ne faut pas diaboliser le nucléaire. D'accord? C'est quand même une énergie qui est très propre au final, et on va voir qu'il y a une énergie qui va être encore plus propre. Parce que la fission nucléaire, c'est ce qui se passe dans nos centrales. D'accord? La fission, c'est ce qui se passe dans les centrales nucléaires. Et il y a des déchets. Mais tout à l'heure, on va voir la fusion, et là, c'est une énergie magique. C'est la quête du Graal de tous les physiciens, essayer de refaire la fusion. Par contre, est beaucoup plus propre que la fission. Et actuellement, c'est la quête des physiciens, du point de vue expérimental.
D'ailleurs, dans la région, à Cadarache, dans la région de la Cadarache, le projet ITER s'est implanté. C'est un projet international pour réaliser un réacteur de fusion thermonucléaire. Et en fait, c'est-à-dire ce qu'il se passe dans le cœur des étoiles. C'est ce processus de fusion qui génère l'énergie des étoiles. Mais pourquoi on étudie la physique? Très bonne question. Très bonne. Donc la question c'est pourquoi on étudie la fission et non pas la fusion? Parce que la fusion est très difficilement accessible du point de vue expérimental. Il faut des températures extrêmement élevées. Donc au final, le rendement n'est pas bon. On consomme plus d'énergie à chauffer et maintenir la température que ce que le processus de fusion ne fournit comme énergie. Donc à l'heure actuelle, c'est pas rentable. Et je vais vous conseiller un film. Je vous conseille un film sur ce sujet. Film d'action. Le temps. Avec Val Kilmer. Excellent film. Vraiment, je vous conseille. En fait, ça parle de fusion à froid. C'est-à-dire reproduire ce qu'il se passe au sein d'une étoile, mais à des températures très basses. Donc, ne consomme pas beaucoup d'énergie. D'accord? Vraiment un film, et c'est super sympa comme ça. Alors, la question, qu'est-ce que vous aimez là-dessus? Donc, c'est ce qu'il se passe dans les centrales nucléaires. Alors, à quoi ça correspond? C'est une transformation. Transformation au cours de laquelle un noyau atomique lourd, un noyau atomique lourd, j'insiste, donc c'est un gros noyau, d'accord, est fragmenté en noyau atomique plus léger, en noyau atomique plus léger. D'accord? C'est comme si j'avais un gros noyau constitué par tous ces éléments. Ah. Et je viens, alors je sais pas si vous voyez, et je viens taper dedans avec une particule, et ça fait sauter tous ces noyaux en plein de petites particules différentes. Et le fait que toutes ces particules différentes, ça libère de l'énergie. D'accord? Alors, on va faire un exemple. Et vous allez écrire votre première véritable réaction nucléaire.
Exemple. Ben justement, on va prendre ce qui se passe à l'intérieur d'une centrale nucléaire. En exemple, on va prendre ce qu'il se passe dans une centrale avec de l'uranium. Uranium. Oh, c'est dur à écrire. Radioactif. D'accord. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On va avoir de l'uranium 235-92. U 235-92. Donc 235, c'est gros, c'est un gros noyau, donc le fait de lourd. 235, c'est un noyau qui est lourd. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On a ce gros noyau qui est là. Voilà. Ça c'est mon uranium. Et tu balances une petite particule, un neutron. Donc on va prendre un petit neutron là. Donc on a un neutron qu'on balance sur notre uranium. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Comme l'uranium est radioactif, il n'est pas stable. L'uranium radioactif n'est pas stable. Et comme il n'est pas stable, si on shoot dedans, ben, qu'est-ce qu'il fait? Donc, si on shoot dedans, que se passe-t-il? Vous shootez dans un truc qui est tremblotant, quoi. Vous êtes votre tour de Jenga qui est comme ça, là, lâche un peu, ça peut tout tomber. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Exactement. Il explose. Il explose en plein de petites particules. Et donc, bien entendu, il suit certaines règles. Conservation du nombre de nucléons et conservation de la charge. Et donc ça se transforme en quoi? En strontium 94 SR j'ai marqué quoi? 38 plus du xénon 139 54 et il libère en plus 3 autres neutrons. Et ces autres neutrons qui sont libérés, ils vont aller où? Ils vont aller taper dans d'autres atomes d'uranium qui sont à côté. Mais comme il y en a 3 qui sont libérés, il va y avoir 3 atomes d'uranium qui vont être pétés. Ces 3 vont chacun libérer 3 autres neutrons, donc il y en aura 9 qui vont aussi aller shooter dans 3 trucs d'uranium, et c'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Et bam, ça explose. Donc voilà, première réaction nucléaire. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle une réaction de fission. Fission parce qu'on a un gros atome et hop, c'est pas en fait. Les produits. Je refais. Donc, c'est F R 94 38. Ensuite, c'est du xénon 139 54. 139 54. Et ensuite, on a 3 neutrons. C'est mieux, Clara? Anaïs aussi. C'est bon là le compte? Donc il y a un bug là. Non, c'est bon. 54 plus 38, il y a 80. Ok. Voilà pour la fission. Si ça marche. Si 54 plus 38. Non, mais 139 plus 94 plus 3 neutrons, ça fait pas 235. Oui, ça fait 236. Mais c'est sûr que tu as un neutron de départ. Oui, je suis bête.
Et ça, c'est les rares classiques. C'est normal qu'on tombe dans une fois au moins. Voilà. Donc, bonne remarque. Si vous faites la 92 protons au départ, on fait 38 plus 54 plus 0, on retourne 92. Et au total, on a 235 plus 1 nucléon au départ, qui fait 94 plus 139 plus 3, on retrouve bien le 236 nucléons entre le début et la fin. Et pourquoi on met le neutron seul? Le neutron dans le réactif ou dans le produit? Dans le réactif, d'accord. Pourquoi? Parce que justement, c'est lui qui va venir shooter, qui va venir perturber cet atome d'uranium qui est instable. Et donc, on a besoin d'un truc qui est instable, on tape dedans, il explose. On a bien besoin d'un accélérateur, d'un starter pour pouvoir démarrer la réaction. C'est comme quand vous faites du feu. Vous allumez une allumette et vous allumez. Mais vous avez besoin d'un point de départ, votre allumette. Si vous voulez votre neutron, c'est votre allumette. Est-ce que tu peux dire que c'est un catalyseur, puisque tu en retrouves un après? Non, tu peux pas. As-tu entendu Rivelaine? Je dois l'écrire. Yes. Ok. Maintenant, on va voir ce qui se passe non plus dans les centrales nucléaires, mais dans les étoiles. Alors, c'est le 4. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le cœur des étoiles. Et bientôt, espérons-le, dans les réacteurs de fusion nucléaire. Est-ce que alors, c'est laquelle des transformations alors? Je ne comprends pas ta question. Ça correspond à quelle transformation? Alors attends, il faut combien de fissions par jour? Oula! Alors, des 3 que l'on a vu. C'est une indépendante. Ça n'a rien à voir. Ne confondez pas la radioactivité, c'est un phénomène particulier des transformations nucléaires. La fusion et la fission sont d'autres types de réactions nucléaires. D'accord? Ce n'est pas de la radioactivité. La radioactivité, c'est le fait qu'un élément instable se transforme tout seul en un autre élément. Est-ce que vous avez entendu? Alors, je l'écris. Ne pas confondre radioactivité et transformation nucléaire. D'accord? La fusion nucléaire, la fission nucléaire n'est pas de la radioactivité. D'accord? Pourquoi? Car la radioactivité, c'est le fait qu'un seul atome se transforme naturellement en un autre élément. Alors que la fission, on doit initier le processus à l'aide d'un autre atome. Est-ce que c'est clair? Mais je ne comprends pas bien comment l'énergie... Ah! Alors, c'est assez compliqué. D'accord? Les calculs énergétiques, on voit plus tard. Les calculs énergétiques,
on le voit plus tard dans les études, car c'est complexe. Mais on peut le quantifier, et expliquer par le calcul. Mais on ne va pas faire ça en secondes, d'accord? Pas en secondes. Déjà, que vous compreniez à quoi ça correspond. Mais en fait, une réaction nucléaire est en fait, au final, une transformation nucléaire est toujours exothermique. Donc, elle libère de l'énergie. D'accord? C'est ça que tu vas falloir retenir. C'est quelle grandeur? Oh là là, il m'en manque de questions. Alors, ça dépend. Ça va sur... Pour une particule, Dans le chapitre 5, c'est fichu. pour une particule, c'est pas grand-chose. Donc, si tu en prends beaucoup, tu atteins de mégajoule, ce qui est énorme. Avec juste quelques grammes d'uranium. Pour atteindre la même énergie, il faudrait des centaines de milliers de barils de pétrole. Alors qu'avec 1 gramme d'uranium, tu crées ta même énergie. Voilà pour l'ordre de grandeur, tu vois. Centaines de milliers de barils, un petit gramme d'uranium et paf, ça te l'énergie. Alors, on arrive sur la fusion nucléaire. Donc, c'est ce qui se passe dans le cœur des étoiles, et on va regarder exactement ce qui se passe. Donc, la fission, c'est la transformation d'un noyau lourd en noyau plus léger, au final. Et bien là, la fusion nucléaire, par contre, on va prendre des petits noyaux et on fusionner. Je sais pas si vous avez... Ouais, trop bien. Je sais pas si vous avez vu Dragon Ball Z. On va prendre le classique. Ça part à qui, Dragon Ball Z? Dragon Ball GT, ce que vous voulez. C'est pas comparable, disons. C'est... théoriquement, ça devrait être... Enfin, ça dépend des atomes que tu utilises. Mais c'est du même ordre de grandeur, en fait. Ça peut préparer. Donc, je reviens à Dragon Ball Z, fusion. Avec Trunk et Sangoten, ils fusionnent entre eux pour devenir un super guerrier vachement plus puissant. Ben voilà, ils sont inspirés de ça. Ce qu'on va voir, donc, c'est quoi? Égal, transformation au cours de laquelle transformation au cours de laquelle deux ou plus, en général on va dire deux, hein, c'est le plus simple, deux noyaux atomiques, alors cette fois-ci, légers, s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Pour former un noyau plus lourd. Ah, une question. On n'entend pas votre réponse. Voilà. Si les verts, le NAC, c'est du même ordre de grandeur. Alors c'est à peu près pareil. Et donc, nous allons faire un exemple de ce qui se passe dans notre Soleil. Donc,
exemple, ce qui se passe au cœur d'une étoile. Alors, de quoi est constituée une étoile, principalement? De quoi est composée principalement une étoile? Point d'interrogation. Allez, très bien. Alors, c'est surtout l'hydrogène. On va voir pourquoi l'hélium. En effet, à la naissance de l'étoile, ce n'est pratiquement que de l'hydrogène sous deux formes isotopiques. D'accord ? À la naissance de l'étoile, on a de l'hydrogène sous deux formes d'isotopes. Donc, on a ce qu'on appelle, non pas l'hydrogène classique, mais du deutérium. Ça, c'est le deutérium, qui est un isotope de l'hydrogène, et du tritium, qui est aussi un isotope de l'hydrogène, puisqu'ils ont le même nombre de protons, mais des nombres de nucléons qui sont différents. Je vous rappelle, l'hydrogène, un proton, pas de neutron. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer un atome d'hélium, 4He2, je crois que c'est ça, plus création d'un neutron. Donc vous avez ces deux noyaux se scindent en deux. Ils vont créer un atome plus lourd qui est l'hélium, et en plus un neutron qui va se libérer. D'où le fait que les étoiles sont principalement constituées par de l'hydrogène et de l'hélium. D'accord? Et donc, est-ce que vous savez où est-ce qu'on trouve du deutérium? Savez-vous où trouve-t-on du deutérium en grande quantité? Alors, ça va vous épater. Sur Terre. Hein. Alors, une idée ou pas? Où est-ce qu'on peut trouver du deutérium à disposition? Allez, une hypothèse. Trouvez-moi quelque chose. Dans le noyau. Dans le noyau de quoi? En fait, comment on pourrait trouver, comme si tu trouvais, je sais pas moi, du bois, tu le trouves dans les forêts, du sel, tu le trouves dans l'eau de mer ou dans les marais salants, qu'est-ce que je pourrais dire, des pommes, tu le trouves dans les champs, dans les pommiers, voilà. Où est-ce qu'on trouve? Alors, dans les humains. Alors, Anaïs, je ne sais pas ce qu'on t'a fait, mais donc il faudrait balancer plein d'humains dans des centrales de fusion nucléaire de façon à obtenir de l'énergie. Je ne sais pas si ce serait très éthique et moral. Anaïs a trouvé la solution. En fait, moi non, ça pourrait le faire. Alors en fait, je vous donne la réponse. Dans l'eau de mer. Tout bêtement, dans l'eau de mer, il y a plein de deutérium. Donc c'est génial. On prend de l'eau de mer, on fait fonctionner ça
dans un réacteur de fusion nucléaire, et hop, 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 on a plein d'énergie. D'accord? Donc, ce serait top. On prend de l'eau de mer, on met dans le réacteur, et hop, 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 on a de l'énergie. C'est quoi le problème? Outre le problème de haute température. Ah, très bien ça, très bien. Ah, moi je manque l'autre isotope. Le tritium. Et ça, le tritium, on ne le trouve pas naturellement. Par contre, on peut le fabriquer. Fabriquer artificiellement en utilisant une réaction de fission nucléaire. Donc, au final, on a quand même besoin de réacteurs nucléaires classiques pour obtenir du tritium et donc rendre la fusion possible. Mais les étoiles, elles se trouvent. Oui, bien sûr, dans les étoiles naturelles. Alors justement, si regardez la série, encore une fois, regardez la série Stargate Universe, où le vaisseau spatial fonctionne sur le principe de fusion. Et pour recharger le tritium, il rentre dans l'étoile pour le prélever. Superbe série également. Je conseille. Là, je la regarde, ça fait longtemps que j'ai envie de la revoir. Ouais. Ce n'est pas les premiers. 9. C'est quoi le point commun entre la mer et une étoile? Il n'y a pas de point commun. Pas de point commun. L'étoile contient le tritium et le deutérium naturellement. La mer ne contient que le deutérium. On peut en trouver sur Mars. Non, pourquoi? C'est parce qu'ils veulent aller sur Mars, de plus en plus. Il n'y a pas de mer sur Mars. Voilà, on doit pouvoir en trouver, mais que du deutérium, mais que du deutérium, pas de tritium. Après, je ne suis pas un spécialiste. Donc, à confirmer. Tu peux aller sur Mars? Non, j'ai pas été sur Mars. Zut. Donc voilà. Alors, il nous reste juste un tout petit point. Et on aura terminé. T'as déjà tout alimenté. D'accord. En fait, on a déjà parlé. Puisque c'était Alexandre qui me demandait du point de vue énergétique. Donc, c'est le 5. Aspect énergétique. La fission et la fusion. Et la fusion sont des transformations exothermiques.
D'où le fait que ça libère de l'énergie et donc on va pouvoir récupérer cette énergie de façon à alimenter votre maison et tout. Ben, je suis content, on aura quand même pu faire le cours. D'accord? Alors, on ne pourra pas faire les exos, bien entendu. D'ailleurs, allez, on va faire les exos. Tu veux savoir? Pourquoi je ne l'ai pas? C'est un bizarre qu'on a fait les stages. T'as pas mis ton truc dessus? Je l'ai vu tout à l'heure. Ah, parce que tu l'as laissé là. Ah, voilà. Ok. Alors, les exercices, c'est pour ça qu'il faut refroidir. Alors, avant que je réponde, parce que c'est pour ça qu'il faut refroidir un réacteur nucléaire. Oui, je veux dire que oui. Oui. Alors, les exercices que j'avais prévus, que l'on fera en présence. On note au 4. Alors, donc si je comprends bien, la nature, 2 atomes donne 2 atomes, et Lina a réussi avec un seul atome. J'ai rien compris, Alexandre. Bah non. La fission, elle existe même au naturel. Dans la nature, 2 atomes donnent 2 atomes, et Lina a réussi avec un seul atome. Je comprends rien. Non, parce que pour lui, il te dit qu'avec un seul, tu en donnes 2. Mais dans la fission, tu en as un deuxième, le neutron. Bah oui. Alors, ça, déjà, les exemples, on en reparle. Et la fission, elle existe aussi naturellement, c'est pas nous qui l'avons inventée. 6, 7, 8, 10, 189, 21, 192, 27, 194. 28, 194, Tu veux 30 ou 30? 195, 32, 196. Voilà, c'était très bon. Je pense que par de la fission, il ne considère pas un neutron comme un Ouais, alors c'est une particule. C'est pour ça que j'ai mis aussi particules libres et pas seulement un élément chimique. Oui, mais tu vois, je pense que ça vient de là. Donc, Alexandre, c'est aussi parce que dans la réaction, quoi qu'il arrive, tu as une particule libre. Un neutron est une particule libre qui va venir taper dans un atome, dans le noyau d'un atome. Donc tu as toujours 2 éléments. Ah oui, tu as raison, mais c'est X plus N. N est une particule libre. Les transformations nucléaires, c'est pas simplement les atomes, c'est aussi les particules libres qui vont réagir avec des atomes. Donc ces particules libres sont considérées comme des réactifs. Et puis en plus, c'est pas les humains qui les ont inventés, puisque la fission, ça existe aussi. Hein. Voilà, la fission existe aussi de point de vue naturel. On en retrouve. Voilà, c'était notre dernier cours visio. Bon, avec une connexion un peu pourrie, j'aurais été préféré que ça se passe bien. Et c'est mon tout dernier cours visio. D'un côté, je suis content de retrouver les élèves. D'un autre, j'ai trouvé cette méthodologie vachement bien. Peut-être revenir à faire au moins 1 ou 2 cours s'ils ne rentrent pas du tout. Ouais. Donc, si vous rentrez vous ne rentrez pas la semaine prochaine. Donc, votre travail la semaine prochaine, c'est ça. Et si vous voulez aussi à la classe inversée à la fin du bouquin, qui est pas à la fin du chapitre du bouquin, qui est pas mal, qui vous donne pas mal d'informations, vous pouvez la faire. Classe inversée, option, optionnelle, classe page 197. Inversée, page 197. Elle est bien faite. Ça vous donne, c'est comme le cours, d'accord, mais c'est vous qui créez votre propre cours et ça vous permet d'avoir des notions en plus. Et si vous voulez m'envoyer ce que vous avez fait sur la classe inversée, vous pouvez me l'envoyer par mail. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer le travail de la classe inversée par mail. D'accord? C'est pas obligatoire, ça c'est pour vous.
Par contre, s'ils reviennent pas, parce que ça se trouve qu'ils reviennent Ouais. pas, et qu'on leur fait une classe en visio comme ça sera pas aux mêmes horaires. On va essayer Non, de mais sur une vidéo. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre le cours de ce matin. Il est déjà en ligne sur YouTube, je vais déjà pouvoir vous l'envoyer. Et là, je vais exporter de suite la vidéo. Bon, j'espère quand même vous revoir physiquement. Quoi qu'il arrive, je n'aurai pas les premières spécialités l'an prochain, puisque je prends les terminales. Donc, quoi qu'il arrive, ceux qui font spécialité, vous ne m'aurez pas. Et ben, j'espère que ça se passera bien et que vous allez continuer de la meilleure façon. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup apprécié de travailler avec vous cette année. Voilà. Je tenais à vous le dire. Et que vous avez été une classe très agréable. Et maintenant, on n'a pas pu faire ce troisième trimestre de la façon optimale, mais on a bien, franchement, vous êtes bien débrouillés. Voilà, Caroline. Ouais. Moi aussi, j'étais super contente d'avoir pu travailler avec vous et j'ai passé une super année tous ensemble. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur pour ceux que je ne vais pas revoir et à très 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 bientôt. Voilà. En espérant quand même vous voir un petit peu, sinon peut-être à l'année prochaine. Vous pensez qu'il y aura de la physique si on reprend puisqu'il n'y a pas de langue? Je pense que quoi qu'il arrive, il y aura de la physique. D'accord. Merci à vous tous. Allez, j'exporte la vidéo, je mets ça en ligne. Pareil, je vais aussi vous envoyer le petit quiz de chimie. Vraiment, pour ceux qui font en spécialité, faites-le, c'est important. Et puis c'est juste pour voir si vous avez bien compris comment on exporte. À bientôt, ciao ciao.